Les faits divers, ce sont des événements sans portée générale qui appartiennent à la vie quotidienne. Ce sont des meurtres, des événements cocasses, des catastrophes ferroviaires, des accidents de la route. Dans cette rubrique des chiens écrasés, il y a aussi des victimes, des bourreaux, mais aussi d'autres acteurs présents qui sont les intervenants des services de secours. Pendant plusieurs mois, je suis allée à la rencontre de ces professions et je me suis posé ces questions. Les faits divers ont-ils un impact sur leur carrière et sur leur vie privée? Les intervenants ont-ils droit à un appui psychologique adéquat? Ne sont-ils pas des victimes des faits divers? C'est pas très loin, oui. Quelque part dans la région du centre. Le SMUR de l'hôpital Tivoli de La Louvière est en route pour un malaise. Gaëtan de Huispelard, infirmier smuriste depuis plus de 20 ans, côtoie régulièrement ce genre de situation. Mais parfois l'infirmier est confronté à des événements sortant de l'ordinaire, des faits divers déconcertants qui ne le laissent pas toujours de marbre. Pour Gaëtan, travailler au SMUR, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est quand même particulier. C'est quand même particulier parce finalement on voit au niveau humain des trucs qui sont pas bien et qui sont pas normaux. On voit un petit peu des trucs que pas beaucoup de gens voient et que peu de gens aussi se rendent compte de l'existence. Tout ça, quand on a une vie ordinaire, c'est pas péjoratif, hein. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ces mauvaises images, ces mauvaises situations. Nous, on y est confrontés régulièrement, quoi. Je crois pertinemment, personnellement, que si on n'a pas en soi des mécanismes ou une histoire ou un caractère pour faire face à tout ça, pour gérer tout ça, il y a un moment, on ne sait plus y faire face, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et alors, hop, on part, on fait autre chose. Devant ces événements, Gaëtan arrive comme il peut à gérer ses émotions. Je crois que peut-être aussi la clé, c'est de pouvoir s'échapper à l'extérieur, donc d'avoir des choses à l'extérieur, la famille, les amis, la nature, ce genre de trucs simples. C'est pas un échappatoire, mais un bon processus pour pouvoir gérer tout ça. Parce que c'est vrai que si on veut rester adéquat quand c'est critique et qu'il faut donner des réponses, notamment pratiques, bien à ce moment-là, on intériorise beaucoup de choses, on met de côté les émotions, et puis ça, je crois que ça, à un moment, ça ressort. Et toutes ces petites choses simples de la vie à l'extérieur font qu'on les accepte et qu'on puisse les gérer, hein, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Dans l'hôpital, le personnel a parfois besoin de parler de certaines interventions. Quand on a un événement très marquant, qui plus est terminé par un drame, la mort d'un enfant par exemple, et où on sait que le ressenti de l'un et de l'autre n'a pas été bon, où on sent qu'il y a une lourdeur émotionnelle, et bien donc là oui, on fait des débriefings, évidemment. Ça arrive, c'est pas souvent, parce qu'évidemment, un service d'urgence où on a entre 150 et 200 patients par 24 heures, si à chaque fois qu'on a une cheville foulée, on doit se faire un débriefing, on s'en sort pas. Manuel Talotti était de garde le soir du 27 novembre 2017. Peu avant 20 heures, un train fauche des agents de la société Infrabel sur un passage à niveau à Morlanway. La locomotive s'écrasera plusieurs kilomètres plus loin dans un autre train. Sur place, le rôle de l'infirmier est de constater s'il y a encore des blessés. Ce double accident à Morlanway est un fait divers dramatique, mais il n'a pas impacté l'infirmier. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Dès son entrée dans la profession, il s'est trouvé face à un fait divers qui l'a énormément marqué, une explosion dans une habitation. Il n'avait plus de vêtements, tout était grillé sur lui, il était cuit sur place, et ça c'était assez choquant. On est rentré, on n'en a pas vraiment parlé, on en a parlé un peu dans la voiture, et puis c'est resté comme ça, donc c'est une intervention qui est restée assez longtemps, qui me provoque encore des émotions, mais on vit avec. Alors on s'habitue pas à tout ça, ça nous endurcit, on n'est pas toujours prêt à voir tout ce qu'on vit. Donc c'est pas toujours évident. Donc faire fi d'eux, on voudrait bien, mais c'est pas possible. Et la population
attend parfois qu'on ait des comportements qui sont plutôt décrits comme des comportements machinaux ou type robot. Hein, on suit un protocole. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains aussi, avec notre vie privée, avec notre vécu. On arrive tous au boulot parce qu'on aime le travail, mais à côté de ça, on a une vie privée, on est tous susceptibles d'avoir des problèmes en dehors de l'hôpital et des problèmes à l'hôpital. Avoir vécu des situations traumatisantes qui font qu'à certains moments, nous aussi, on a des difficultés. Pour Manuel, les meilleures manières de décompresser, ce sont l'humour et les choses simples en famille. J'essaie de m'octroyer un peu de temps libre, mais pour le moment, au niveau privé, je suis plutôt du genre débordé à me laisser déborder. J'ai une fille qui pratique du sport, donc je la conduis à son sport. J'ai une épouse qui a un boulot qui est indépendante et qui demande pas mal de coups de main. Donc pour le moment, c'est... comment je vais dire? Je me laisse déborder et ça me permet d'oublier. Direction à présent la province de Luxembourg. Je vais à la rencontre d'un inspecteur de police qui a préféré garder l'anonymat. L'inspecteur d'hommes a connu des dizaines de faits divers dans sa carrière. Dernièrement, une enquête l'a particulièrement touché car la victime était très jeune. Et si ça avait été une personne plus âgée? Ça serait marquant quand même, il faut rester les pieds sur terre. Hein. Toute vie, malheureusement, enfin pas malheureusement, toute vie est importante. Donc malheureusement, s'il y a des décès, ben forcément, c'est marquant. Maintenant, ici, la situation était vraiment petite. À un moment donné, on s'est retrouvés là, tous malins. On est humain comme tout le monde et on a beau être comme on est, c'est marquant. Cette jeune victime, il ne pourra jamais l'oublier. Plus du tout, non, pas possible. Parce que, voilà, c'est ancré. Bon, moi, j'ai une force et j'ai une carapace qui me permet de pouvoir gérer intérieurement mon ressenti, que je ne donne pratiquement jamais à personne. Si je dois en parler, j'en parlerai à des proches, mais pas à un psychologue. Maintenant, je comprends très bien que tout le monde ne peut pas pouvoir gérer parce que c'est quand même difficile et c'est quand même... ça fait partie de votre vie. Là. À l'époque, le procès de ce fait divers avait été fortement médiatisé. Un moment très compliqué pour le policier, mais également pour sa famille. Par moments, c'est impossible de séparer. Il faut bien se dire qu'en fonction d'un fait, et notamment d'une cour d'assises éventuelle, c'est impossible de séparer parce que même si vous êtes à la maison, vous êtes tout le temps avec le dossier en tête parce que vous devez être quelque part irréprochable et vous ne devez pas... On ne doit pas trouver une faille à votre dossier, donc même votre famille subit un peu le procès, on va dire. Les jours du procès. Et il les avant-jours, parce qu'un procès se prépare largement en avance et des semaines à l'avance. Quoi. Et voilà, maintenant, nous, policiers, c'est notre rôle, sans le vouloir, mais la famille, c'est pas son rôle, quoi, mais elle est tributaire aussi de ces heures de travail, qui restent aussi des heures au bureau, parce qu'on vit avec. Même si l'inspecteur sait gérer ses émotions, pour lui, il faut pouvoir en parler lorsqu'une enquête est trop importante émotionnellement. Je dis bien je pense, que moi, tout est mis pour pouvoir aider le collègue qui est en difficulté, à tout niveau, et au niveau de Bruxelles, par exemple. Maintenant, je pense que celui qui a besoin doit vraiment le dire, en commençant au plus bas, l'échelle le plus bas, comme je dis le plus bas, c'est pas dire que c'est très bas, hein, mais en commençant par sa hiérarchie, voire les assistants sociaux qui sont là pour ça, qui peuvent transmettre et qui peuvent faire les démarches nécessaires pour pouvoir être suivi. Il ne doit pas rester enfermé s'il ne sait pas le supporter. Moi, je sais le supporter, voilà. Les incendies, les accidents, les inondations, c'est le quotidien des pompiers. Souvent premiers acteurs sur les lieux d'un fait divers, ces hommes du feu sont là pour secourir les potentielles victimes. À la caserne de Binche, Sébastien Martens y travaille depuis quelques mois. Auparavant caserné à la Louvière, ce sergent a toujours le feu sacré pour son métier. Il raconte une de ses interventions des plus particulières. Je sens une jambe, oui c'est une jambe,
C'est une jambe, je la vois et que je mets ma lampe dessus, j'arrive quand même je vois un pied, une jambe normalement constituée. Je dis la personne est décédée simplement suite au gaz toxique des fumées. Et après, je tombe sur le torse et là, je vois une personne qui est complètement carbonisée, quoi. Donc, c'est assez impressionnant. Il y a d'ailleurs, quand j'ai soulevé la personne, j'ai eu un mouvement de rejet. Je dis non, je peux pas, je dois la rattraper. Et là, je me souviens que même si j'étais dans le noir, je fermais mes yeux. Je fermais mes yeux, je sentais la personne et après, je la revoyais. Je me dis, c'est bizarre qu'il soit brûlé comme ça, alors que pour être dans un état pareil, il fallait que l'appartement soit complètement brûlé. Et en réalité, ils avaient mis du carburant sur ces gens-là et alors ils les avaient brûlés, quoi. Donc, voilà. Et vous avez repensé à ce fait divers après, Non. quelques jours après? Non. Ça vous a pas hanté, entre guillemets? J'ai eu peur sur le moment, mais non, ça ne m'a pas hanté. Aussi curieux que ça puisse paraître, par contre, vous m'avez demandé de parler de d'autres interventions que là, je ne parlerai pas. Ça vous a trop choqué? On est tous dans la même galère, et on en parle. Quand on rentre, généralement, on en parle, et mes collègues, voilà, je n'ai pas peur de ce que je fais, je n'ai pas peur de parler à quelqu'un, mais je voulais d'abord m'assurer que mes collègues allaient m'aider. Et dans ce métier, il y a une fratrie, oui, oui, c'est ça, hein, je pense que je prononce bien. Il y a énormément d'entraide entre nous, on s'observe, et là, pour une fois, c'est le chef qui a craqué, quoi, voilà. Donc, mais je m'étais dit que si ça n'allait pas, si ça ne passait pas, dans les jours qui allaient suivre, c'est-à-dire dans les 4-5 jours, parce que je voulais quand même résister un peu, euh, j'aurais certainement fait appel à l'appui psychologique, mais 20 minutes plus tard, on repartait pour autre chose, Ça vous oubliez? voilà, et j'oublie, quoi. Donc, par contre, ce sont des images qu'on marquait, quoi. Le pompier a toujours cette image d'homme fort et taiseux. Mais selon Sébastien, il est impossible de garder constamment pour soi ses sentiments. Les sentiments que j'ai ressentis par après m'ont, ont construit une échelle, un peu l'échelle de Richter, et quand je me dis, tant que je ne dépasse pas ça, ça veut dire que je reste dans la même réaction que les mauvaises interventions que j'ai vécues. Tant que je ne dépasse pas ça, ça veut dire que je saurai m'en sortir. Si je dépasse ça, je dis, non, ça me reste de trop sur l'estomac. Je n'arrive pas à faire face après 4 ou 5 jours. Là, je me ferai aider, quoi. De toute façon, un homme est un homme. En soi, il y en a qui ne veulent pas être mis sur le côté par peur de moquerie, mais je pense que quand on en arrive à un stade comme j'ai pu le vivre, je pense qu'il est nécessaire d'en parler. Ces 4 intervenants réussissent à faire une coupure entre leur travail et leur vie privée. Mais pour d'autres, c'est le contraire. Ils ont besoin d'exprimer leurs sentiments après un fait divers qui les a bouleversés. C'est pourquoi aujourd'hui, ils peuvent faire appel à des services d'appui psychologique externes à la médecine du travail, quelque chose qui était encore inédit il y a 25 ans. Mais qui sont ces acteurs qui leur viennent en aide? Pour répondre à cette question, j'ai rencontré le néerlandophone Eric de Soir, docteur en psychologie et en sciences militaires, qui est un des pionniers dans le soutien aux intervenants. Et on part en camion, dans le fourgon des pompiers, on part sur l'intervention et on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver, et puis sur place on est confronté à l'horreur absolue. Éric Desoir connaît bien le milieu des intervenants. Il y a presque 30 ans, en plus de son emploi de militaire et de ses cours de psychologie, il se lance dans la fonction de pompier ambulancier. Dès sa première intervention, il remarque qu'il n'y a aucun suivi psychologique après une intervention bouleversante. On arrive à une intervention où le service 100 à l'époque, ce qui est le 112 maintenant, nous avait dit qu'il s'agissait d'un enfant malade, mais qu'on rentre dans la maison, qu'on ait constaté une mort subite d'un bébé de 10 mois. Mais ça, au moment où j'avais un bébé de 10 mois moi-même à la maison et un enfant de 2 ans et demi. Donc pour moi, ça a tout changé, mais ce que je ne savais pas encore à ce moment-là, c'est que le lendemain, lors de la garde suivante, parce qu'on faisait des gardes de 12 heures, j'allais de nouveau tomber sur un enfant de 13 mois, asphyxié. Ses parents l'avaient mis au lit avec un morceau de pain qu'il a avalé, mais il n'a pas su l'avaler complètement, il s'est asphyxié.
Donc ça fait 2 enfants morts durant ce week-end-là et là je me suis bien rendu compte que l'identification était très grande. Rapidement, j'ai bien constaté qu'il n'y avait rien du tout, aucun suivi après des interventions bouleversantes. Mais bon, il n'y avait personne pour nous accueillir, donc finalement, on devait le faire à ce moment-là entre nous, en pleurant. On s'est débriefé nous-mêmes sans savoir ce qu'on faisait. Je n'ai pas oublié. Pour l'intervenant de terrain, ce qui vit, c'est du sensoriel. Il y a des odeurs, il y a des images, il y a des sons, il y a des cris, il y a des hurlements de victimes. Total, quoi. Sur base de ce qui était proposé aux militaires, le psychologue crée en 1993 le Fire Stress Team, un réseau d'assistance et d'appui pour la gestion du stress post-traumatique, adressé aux pompiers, services médicaux d'urgence et services d'urgence hospitalière. Initialement, j'en avais parlé avec mon commandant de pompiers, qui était vraiment un vieux commandant, un vieux de la vieille, à qui je disais qu'il fallait quand même une préparation au niveau des pompiers et des ambulanciers pour mieux les préparer à faire face à des situations bouleversantes, mais qu'il fallait aussi quelque chose lors du retour à l'intervention. Alors, initialement, lui, il avait mal compris. Il pensait que c'était une excellente idée mais il pensait que ce psychologue allait lui dire qui il ne devait certainement plus mettre dans les premiers véhicules. Hein, il pensait que, en fait, suite à mon analyse, j'allais lui dire celui-là, ils sont fragilisés, donc il ne faut pas les prendre avec quand c'est grave. Alors, ce n'était pas du tout l'intention. Mon intention, c'était de considérer des réactions intenses, des réactions émotionnelles suite à des interventions exceptionnelles comme des réactions normales. Ah, donc, à ce moment-là, il y a eu quand même, au début, j'ai eu quelques difficultés à expliquer les bonnes raisons à ce vieux commandant. Et j'ai mis en place une première formation, hein, une sorte de soirée informative sur des interventions bouleversantes. J'avais des images, j'ai trouvé l'internet n'existait pas encore, donc c'était des images d'intervention enregistrées sur des cassettes vidéo en VHS, un vieux système. Et finalement, bon, on a commencé chez nous à Bourg-Léopold. Rapidement, on me demandait à Lommel, à Hasselt, dans la province d'Anvers. Et puis, il y a eu, durant ces années aussi, il y a eu quand même quelques grandes catastrophes, des grands incendies, des carambolages en masse, un crash d'avion sur un show aérien. Et chaque fois, quand ça se passait quelque part, les commandants de pompiers me demandaient de venir parler de stress traumatique. Et le fait de parler de stress traumatique, mais d'en parler à des gens qui venaient de vivre une catastrophe, me fournissait chaque fois des volontaires qui, eux, me demandaient qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on pourrait pas suivre une formation. Comme un effet domino, le réseau s'est mis en place. Partout en Belgique, des intervenants peuvent être formés pour devenir des peer support, des référents s'occupant de la prise en charge immédiate au retour d'interventions difficiles. À la même époque, dans la province de Hainaut, le futur docteur en psychologie Frédéric Dopchy s'intéressait à l'incidence du stress chez les policiers confrontés aux situations critiques. Il s'aperçoit que la gendarmerie possède son propre service d'appui, mais quel constat pour les policiers communaux? Les polices communales n'ont rien. Pourtant, elles sont manifestement confrontées, et souvent en premier, vu la proximité, la distance, avec les faits. Or, ces policiers communaux qui sont sur le terrain confrontés aux mêmes événements que les gendarmes n'ont pas, eux, un dispositif de soutien. Et donc, je me suis dit, tiens, sur base des constatations de l'étude, il y avait 1000 policiers quand même qui ont participé à l'étude, donc c'était quand même assez significatif en Hainaut. J'ai proposé effectivement à la province de Hainaut, l'institution provinciale. Il y a une réalité qui est claire, significative. Et donc, à titre de projet, je pense qu'il serait intéressant de mettre en place un service, à l'époque dédicacé, puisque l'étude était chez les policiers, ou à mise en place d'un service de soutien émotionnel pour les policiers communaux. Et puis très vite, ça a été accepté. Très vite, le bouche à oreille a fonctionné. Et les services d'incendie et d'urgence nous ont sollicité. Comment? C'est tout simple, évidemment. Vous allez sur le terrain avec des policiers. Autour de vous, il y a des pompiers. Il y a des urgentistes. Et très vite, ça part en disant, tiens, il y a eu un débriefing émotionnel pour les policiers. Nous, je pense que ça aurait été utile aussi. De fil en aiguille, on a élargi. Depuis 20 ans, l'appui psychologique aux intervenants, appelé API, s'efforce de sensibiliser à la problématique du stress professionnel dans les écoles du feu, de police et d'urgence. Désormais, les intervenants peuvent interpeller l'API pour toute intervention fragilisante.
Ici, nous faisons tant de l'intervention de crise ou la gestion de groupes à la suite d'une intervention, mais aussi on est amené très régulièrement à voir des intervenants à titre individuel, le temps nécessaire à la cicatrisation de l'événement. Donc on fait d'ailleurs aujourd'hui, dans ces dernières années, on a un basculement du collectif vers l'individuel. Donc on a beaucoup plus de demandes individuelles que collectives. Et la majorité des demandes n'est pas forcément pour des événements de grande ampleur, comme on pourrait le penser. Ce n'est pas tant quand on est victime directe, blessé, agressé, en service, qu'on doit de fait à ce moment-là absolument avoir un soutien émotionnel. On passerait à côté de 2/3 des demandes qui concernent des événements où les intervenants sont témoins, donc pas mis en danger. Et dans ces événements qui constituent 2/3 des demandes d'intervention collective et individuelle, c'est effectivement les événements impliquant les enfants sont les plus nombreux. Quels sont ces événements ? Accidents domestiques, aussi tragiques que bêtes. En 2004, à la suite de la catastrophe de Guy-Languien, la Fédération belge des pompiers demande d'optimiser le suivi psychologique de la profession. Dès lors, Éric Desoir et Frédéric Dopchy mixent leurs 2 expériences. Éric, lui, avait essentiellement des peer support. Nous, on en avait très peu. Lui a très peu de psy qui ne sont pas statutaires. C'est des initiatives, c'est des bénévolats, etc. Mais avec beaucoup de collègues formés. Nous, c'est l'inverse. Des psys statutaires dédicacés aux intervenants qui font de l'individuel, c'est important, mais peu de collègues formés. Aujourd'hui, c'est un projet qui était à 3 niveaux, avec un niveau professionnel de psy, des collègues peer support, des collègues qui font une autre formation, qui peuvent alors faire aussi des débriefings, c'est ce qu'on a appelé le niveau 2, et le niveau 3, c'est le service psy. Aujourd'hui, le ministère développe les formations des 2 premiers niveaux, peer support, mais ne développe pas le côté, pour des moyens financiers, j'imagine, ne développe pas partout un service psy spécialisé. Chaque année, l'API de Hainaut reçoit plus de 400 demandes d'aide psychologique, notamment lorsqu'un collègue décède en pleine intervention. C'est l'autre qui est là, c'est mon collègue, c'est peut-être mon ami aussi. Mais évidemment, ça me renvoie à ma propre mort et et au risque. On est toujours conscient évidemment des risques du métier, mais là, ils deviennent effectivement, dans ce cadre-là, c'est une réalité concrète. Et donc forcément, dans ce cadre-là, ça me touche. Et donc dans un processus de deuil traumatique parfois, mais ça renvoie à ma propre mort et à mes propres risques, à ma confrontation à cette réalité que je sais quelque part au fond de mon cerveau, mais que forcément je mets de côté, parce que sinon je pourrais évidemment difficilement me concentrer au quotidien. C'est ce qui est arrivé au capitaine Olivier Anhart de la caserne de Jodogne. On a l'habitude évidemment de voir malheureusement de par notre fonction toute une série d'accidents graves, mortels et autres. Mais là, quand ça touche évidemment un de vos collègues, ça marque énormément, oui, clairement. En 2011, les pompiers perdent un jeune collègue dans un incendie. Choqué, le chef de la zone et l'équipe décident de solliciter l'appui psychologique de la province de Hainaut. Je vois encore lors de ces débriefings, il y en a plus d'un qui se posait la question en disant est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Est-ce que tout cet investissement pour ça, est-ce qu'on mérite ça d'une certaine manière ? On le montre peut-être pas, mais il n'y a rien à faire, ça ressort, ou ça, à un moment ou à un autre, peu importe la personnalité du pompier, quel que soit son grade. On parle de gérer son stress, oui, bien évidemment, mais intérieurement, on n'est pas insensible. Hein. Et ça, c'est celui qui dit ça, ça m'étonnerait fort. Pour Olivier, il fallait en parler pour pouvoir continuer. Sinon, on ne va pas se lamenter, et c'est le boulot, et on sait que quand on nous appelle, c'est pour quelque chose de grave. Donc, non, c'est continuer, et il n'y a pas que... Il faut retenir surtout le positif, hein. Il n'y a pas que du négatif, et voilà, hein, c'est plus gai, évidemment, d'avoir des interventions qui se passent bien, quand on sauve des vies, que des catastrophes. C'est un peu la diversité de nos interventions, quoi. Retour dans la province de Hainaut à l'hôpital Tivoli. Grâce à une convention et un forfait annuel payé par l'hôpital, le SMUR et les urgences peuvent interpeller l'API à tout moment. J'ai le numéro direct, c'est affiché dans notre bureau, c'est affiché même dans l'équipe. Et on les appelle et je
dire, dans les 3 jours qui suivent. Enfin, ils ont une réaction très rapide. Maintenant, il y a des fois 24 heures, 48 heures pour organiser le débriefing, mais ils sont toujours à notre équipe disponibles et ils viennent toujours. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Pour Ludivine Nellisson, la chef des infirmiers, chaque intervenant devrait pouvoir bénéficier d'un tel soutien extérieur. C'est vraiment ici la première fois dans la région qu'il y a vraiment une structure qui est définie et qui est mise en place, qui est complètement indépendante de l'institution. Dans les autres institutions, on pouvait toujours faire appel à une psychologue de référence qui était dans l'hôpital, mais je crois que c'est bien que ce soit des intervenants extérieurs qui n'aient rien à voir avec l'hôpital aussi. On a vraiment cette sensation de pouvoir déposer nos sacs de tristesse ou de vécu, et on est certain que voilà, c'est à l'extérieur, et voilà, moi j'apprécie vraiment cette formule, et je suis vraiment très très contente que l'hôpital ait cette convention avec cette cellule. C'est important d'être alerte à tout ça, et vraiment d'être soutenant par rapport à son équipe. Et très régulièrement, il y a des infirmiers qui me demandent de me dire voilà, je me sens un peu moins bien physiquement, psychologiquement, je pense que je vais prendre un peu de distance avec le SMUR et moins faire les missions extérieures. Je respecte, c'est pas une punition. Même parfois, moi, je suis des fois même amenée en disant je pense que si tu es d'accord, on va peut-être un petit peu faire moins de SMUR pour le moment, parce que je pense que ta charge émotionnelle est telle que ça peut être plus compliqué, alors ça serait dommage que ça tourne en catastrophe. Direction Bruxelles, dans les bureaux de la police fédérale, où à la demande, les policiers fédéraux, mais également les policiers des zones locales, peuvent recevoir un suivi spécifique avec le Stress Team. On prend contact avec eux en général la semaine suivante, voire 2 semaines après, et on prend contact avec eux dans les 3 à 6 mois qui suivent encore. Et quand c'est des interventions de crise, c'est vrai qu'en général on se déplace, que ce soit de manière individuelle ou collective, et des briefings on les fait sur place. Voilà. Mais donc parfois, s'il y a un suivi à faire par exemple, on peut accueillir les membres du personnel dans nos locaux, comme celui-ci à Bruxelles, mais aussi en province. En général, les gens, si on les suit et qu'ils ne vont pas bien, on les laisse pas comme ça. Et donc le suivi peut durer plus longtemps. Mais il y a des gens où on a des contacts tous les 6 mois, mais on aura des contacts tous les 6 mois pendant toute leur carrière, par exemple. Alors le suivi, c'est plus dans le temps, du coup. On peut voir la personne toutes les semaines au début, et puis ça s'espace. Selon la directrice du Stress Team, des éléments parasites peuvent ralentir la thérapie du policier. Il y a des procédures judiciaires en cours, il y a des procédures d'accident de travail en cours, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte qui font que ça ralentit le travail thérapeutique, parce que si on se présente devant une commission médicale parce qu'on a demandé un dédommagement suite à une lésion qu'on aurait eue dans un accident de travail, comme les attentats par exemple, si on va bien, voilà. Et donc, c'est pas quelque chose de conscient chez les gens forcément non plus, mais la lourdeur et la lenteur des procédures font que les gens ne peuvent pas récupérer comme ils devraient, quoi. À l'instar de l'API de Hainaut, le Stress Team organise aussi des formations de peer support pour les policiers des zones locales. Mais au sein de la police fédérale, c'est plus compliqué à mettre en place. Bizarrement, au niveau police fédérale, ça prend pas forcément, parce qu'on est là, quoi. Et donc on essaie de promouvoir ça. Alors il y en a qui sont intéressés, quoi. Ah oui, c'est super intéressant, on va y réfléchir, machin. Ok, on est à votre disposition. Ok, et puis on attend. Parfois on les relance, et voilà, c'est compliqué. Moi je peux déjà vous dire que c'est parce qu'on manque de personnel pour faire le travail, et que ça demanderait encore un investissement et des moyens en personnel et en temps pour mettre dans cette formation, quoi. Et puis c'est quelque chose encore en plus de leur fonction de tous les jours. Donc ça demande aussi d'avoir des contacts imbraplables en plus, ça coûte de l'argent. Clairement, on sait que les coûts de la santé psychologique et émotionnelle, et voilà, c'est des millions d'euros pour la sécurité sociale, quoi. Alors que si on prévenait et qu'on mettait les choses en place, ce serait un gain qui serait fait. Ok, ça ne se verrait pas tout de suite, mais franchement, dans même du moyen terme, je pense que ce serait visible, mais c'est pas suffisamment visible tout de suite, que pour dire qu'on a investi en temps, en personnel, pour le récupérer plus tard, quoi. Dans la région du centre, une policière a bien voulu me parler de l'appui psychologique qu'elle a reçu du Stress Team. Elle décide de garder l'anonymat, on l'appellera Lara. Il y a 3 ans, le self-control de la policière a été ébranlé. Sur les lieux d'un dramatique incendie, elle et son équipe ne pouvaient rien faire avant l'arrivée des secours. Les ambulanciers arrivent en premier, et là on attend quand même les pompiers un petit moment parce qu'ils ne trouvent pas.
Donc pour finir, ils arrivent sur place. Et là, ils commencent à éteindre les flammes. Et ça dure longtemps avant qu'ils ne rentrent dans l'habitation. Et puis là, les pompiers rentrent et ils ressortent plus. Donc nous, on est en train de faire des bonds dehors parce que voilà, à ce moment-là, vraiment, on a un sentiment d'impuissance parce qu'on ne sait rien faire, donc on attend. Et puis après un long moment, les pompiers là commencent à sortir de l'habitation avec les corps des enfants, donc des 4 enfants dans leurs bras. Il y avait un petit bout qui avait quelques mois. Et ils commencent à réanimer les enfants. Et comme on manque d'ambulance, il y a des réanimations à même le sol. Et nous, on essaye d'aider, mais là, à ce moment-là, on n'est pas personnel médical, donc pour l'instant, enfin, on ne sert à rien, donc on essaye d'aider comme on peut. Et là, ils commencent à masser, je pense, pendant 30 à 45 minutes, puisque quand c'est des enfants, on a tendance à vouloir s'acharner pour aller rechercher les enfants, parce que ça nous touche plus que les adultes. Et donc, ils essayent un long moment, et puis à partir d'un moment, on commence à avoir, les enfants commencent à récupérer tous un rythme, un coup. Et là, ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est le bébé en fait, il masse avec les pouces le bébé pour le réanimer. Donc ça, c'est vraiment une image qui m'a marqué parce qu'il faut faire évidemment doucement. Donc il y a eu 6 morts. Les parents, ils ne les ont même pas sortis de l'habitation, ils ont même pas essayé de les sauver. Et les enfants ont fini par tous décéder à l'hôpital. Et après coup, on s'est dit que c'était pas plus mal parce que vu le temps qu'ils sont restés intoxiqués, donc à respirer, donc je pense qu'il y avait au moins 45 minutes à 1 heure entre l'appel du papa et le moment où on retrouve les enfants. Donc il risquait d'y avoir des séquelles irrémédiables, donc c'était probablement mieux que les enfants décèdent. Cette intervention, c'était comme si le monde s'écroulait sur les intervenants. Là, vraiment, tout le monde a été abattu, les pompiers ont été abattus, les ambulanciers, et nous, et on était nombreux à pleurer sur le lieu d'intervention. C'était d'ailleurs la première fois que ça m'arrivait sur une intervention. On était tous assis par terre en train de pleurer. Et donc la chef de zone nous a rejoints au bureau, et on pleurait encore au bureau. Vraiment, on avait du mal à se remettre de cet inter, on avait du mal à dormir, on avait des insomnies, et voilà, on se posait un milliard de questions. Enfin, voilà, on était vraiment tous pas bien après. Après cette intervention-là était difficile. La chef de zone décide alors d'appeler le stress team pour remettre en ordre les morceaux de puzzle de l'intervention. À 4, on a vu les 2 psychologues du stress team, et elles ont fait un débriefing de l'intervention. Chacun parlait de sa réalité, puis voilà, mettre des mots sur ce qu'on avait vécu, et puis nous dire que voilà, on n'est pas des surhumains, et que de toute façon, on n'est pas pompiers, donc on ne pouvait pas rentrer dans cette habitation, on n'aurait pas su aller les chercher. Puis le stress team nous a parlé du stress post-traumatique. Il nous a parlé voilà, que dans les moments de stress, c'est un autre cerveau qui prend le pas et qui a géré l'inter, et que du coup, elle nous a dit, voilà, par exemple, vous n'avez pas eu faim, vous n'avez pas eu soif, pas besoin d'aller à la toilette. Donc elle a expliqué toute une série de trucs que nous, on a vécu sans s'en rendre compte. Et elle a mis des mots sur ce qu'on ressentait. Du coup, après ce débriefing, ça a été super bien. Enfin voilà, il y avait le avant et après l'inter, et après ça a été. Même si Lara a réussi à surpasser ce fait divers, quelque chose a changé dans son esprit. La seule chose, c'est quand on partait on était appelé pour des incendies d'habitation. J'avais toujours une appréhension en partant sur place en me disant, mon Dieu, plus des morts là-bas, plus des enfants morts dans l'habitation. Et encore maintenant, j'ai de l'appréhension, donc il n'y a que ça qui reste. Lara raconte comment ses collègues et elle décompressent à leur manière après une intervention. Entre nous, c'est l'humour. Et en fait, c'est en discutant avec les collègues, je pense qu'on ne rit jamais autant, que c'est malheureux, mais sur des inters où il y a des morts, c'est là qu'on a nos plus gros fous rires. Voilà. On tourne. Et d'ailleurs, ça doit être choquant pour les gens, mais je pense que c'est un mécanisme de défense que les policiers mettent en place. On tourne les horreurs à la rigolade. Ça remet un peu de normalité dans toutes ces horreurs qu'on peut voir et entendre. Si depuis Lara a repris les interventions et n'a plus fait appel à un service d'appui psychologique, selon elle, ce genre de soutien doit être mis en avant dans les différents services de secours et dans les médias. Et à un moment donné, je pense qu'on n'arrive plus à gérer, il faut un service qui vienne... il faut qu'on ait un relais, quelqu'un qui puisse venir aider les policiers, parce que voilà, par moment, on est un peu la deuxième victime des interventions, mais de nous, on ne parle jamais. Les intervenants peuvent désormais avoir des débriefings individuels et collectifs, mais aussi des formations pour aider les collègues au retour d'interventions compliquées. Étrangement, dans la caserne de Jodogne dans le Brabant wallon, ils avaient fait appel à la province de Hainaut pour avoir un appui psychologique.
Les autres provinces ont-elles leurs propres cellules d'appui psychologique ou sont-elles abandonnées à leur sort? Je contacte dès lors chaque province wallonne car ce sont elles qui supervisent les formations des intervenants. Un constat ressort. Quel que soit l'endroit où ils travaillent, tous les intervenants ne bénéficient pas d'un service d'appui psychologique. Seulement 2 provinces wallonnes en possèdent un. Il y a 5 ans, la province de Liège a repris l'idée du service Énuyer, où aujourd'hui il propose principalement des formations de peer support pour les pompiers et pour les policiers. Direction Serein, où Laura Rusalen forme ses intervenants. Dans un premier temps, on met en place des formations entre collègues, parce que c'est important. Et puis surtout parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un professionnel de la santé tout de suite. Je veux dire, c'est quand même normal de ne pas être bien. Quand on a dû aller sur un arrêt cardio-respiratoire d'un nouveau-né, qu'on n'a pas su le réanimer, je veux dire, c'est normal de ne pas être bien par rapport à ça. Et c'est normal que ça prenne peut-être quelques jours, quelques semaines. C'est normal qu'on d'y penser. C'est normal d'y penser quand il y a un carambolage et qu'il y a X victimes. Dans l'absolu, même si c'est vrai qu'il y a une image négative pour le psy, c'est compréhensible aussi parce qu'il n'y a pas forcément besoin non plus d'aller voir tout de suite un professionnel à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que le soutien d'abord entre collègues est indispensable, est primordial et surtout est efficace parce qu'ils savent ce que c'est d'aller sur ce genre d'intervention. Même un aussi bon psychologue, même le meilleur soit-il, il ne sait pas ce que c'est. Oui, on peut lui expliquer, etc. Mais de prendre en main, d'avoir un corps mort dans les bras, ça c'est quelque chose que voilà, on n'apprend pas dans les livres. Petit à petit, on est en train de mettre sur pied vraiment un suivi entre guillemets catastrophe, où vraiment là, on se dit, même les référents eux-mêmes seront impliqués émotionnellement, donc il faut trouver une façon de travailler avec eux par rapport à ça et pas les laisser comme ça sans aucune aide. Donc on est en train d'essayer de monter ça. On s'est dit que ce serait bien d'avoir aussi une procédure qui permettrait, dans le cas justement un peu de situations particulièrement graves et potentiellement alors traumatisantes, d'avoir une procédure officielle qui donne la possibilité de pouvoir alors avoir un soutien sans faire du suivi. C'est pas notre objectif, c'est pas à nous à faire du suivi sur le long terme. En fait, c'est vraiment de la prévention qu'on essaye de mettre en place, la prévention à différents niveaux, mais c'est vraiment ça l'objectif, parce qu'on sait que chaque année, il y a un pourcentage d'absentisme, de dépression, etc. Et c'est vrai que les études commencent tout doucement à se poser la question si c'est pas dû à des interventions qui ont été particulièrement difficiles. L'accumulation, c'est surtout ça aussi qui marque beaucoup, parce que l'accumulation, c'est le quotidien qui s'installe et souvent on ne le remarque pas. Hein, quand on vit une explosion, un attentat, des choses comme ça, on sait qu'on en aura besoin, qu'on aura besoin de soutien et le soutien va être mis en place plus facilement. Mais l'accumulation, donc le boulot du quotidien d'un pompier, il va sur une désincarne, il va sur un accident, il va sur un suicide. Mais c'est ça qui va s'accumuler et qui souvent marque le plus, parce qu'on ne se rend pas compte tout de suite qu'on ne va pas bien. Et donc c'est ça qu'on essaye surtout d'éviter, parce que les grosses catastrophes, j'ai envie de dire, heureusement dans ces cas-là, on sait qu'on doit mettre en place quelque chose. Pour la coordinatrice, ne pas avoir de cellule API dans chaque province est regrettable, mais peut être compréhensible. Parfois, ça peut être une priorité, entre guillemets, dans le sens où on fait notre job, hein, donc la plupart des gens se disent on fait notre job et voilà, on assume aussi. Et donc déjà, il y a un changement de culture qui doit se mettre en route. Et ces dernières années, elle se met plus facilement en route parce que on parle de plus en plus du stress, du burn-out, etc. Et donc je pense que pour pouvoir vraiment monter ce genre de projet, il faut avoir une structure d'abord, reconnue et mise en place par une autorité qui permet de dire on vous donne les moyens, on vous donne un mandat pour dire allez-y et montez quelque chose. Et je pense que si on n'a pas ça, même avec la meilleure volonté des hommes, je parle des intervenants, tout seul c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut faire des formations, il faut qu'elles soient reconnues, il faut travailler avec différents ministères. Il faut avoir des gens qui travaillent, je veux dire, à temps plein là-dessus, parce que avoir son boulot et être bénévole c'est bien, mais c'est compliqué à maintenir. Alors, du plus petit échelon, entre guillemets, jusqu'au chef de service, je pense qu'il faut vraiment réfléchir, se dire, moi j'ai des personnes qui travaillent dans des conditions qui sont particulières, particulièrement difficiles, avec des tensions, une tension et un stress qui est vraiment beaucoup plus important que dans d'autres professions. Il faut que je tienne ça à jour et à l'œil, parce que je mise sur l'efficacité de mes hommes et de mon service. Et je pense que c'est
même si on va dire, mais oui, je le comprends, je le sais, c'est pas encore mis assez en pratique selon moi. Les intervenants que vous venez de voir, comme Lara et Olivier, ont repris à leur rythme leur travail après leur suivi psychologique. Mais pour d'autres intervenants, c'était le contraire. Un fait divers a fait complètement basculer leur existence. C'est ce qui est arrivé à Alex Nepré, adjudant à la protection civile, qui le 22 mars 2016 a connu la pire intervention de sa vie. Aéroport de Zaventem, 7h58. Deux kamikazes enclenchent leur ceinture explosive dans le hall des départs. Alex Nepré et ses hommes de la protection civile de Glin se mettent en route rapidement. Sur le chemin, on leur demande de faire demi-tour car une deuxième attaque a eu lieu dans la station de métro Malbeek, en plein cœur du quartier européen de la capitale. Habitué des grosses catastrophes, Alex Nepré ne s'attendait pas à connaître à nouveau l'horreur. On se préparait tout en n'étant pas préparé. Il n'y a pas vraiment de préparation pour une attaque terroriste. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'allez-vous faire? Nous, on ne va pas pour tuer les gens. Ce n'est pas comme une brigade spéciale de la police qui doit tuer le terroriste. Nous autres, on va là pour sauver des gens ou extraire les corps. Voilà. Bon, nous autres, ici, cette équipe de protection civile, notre mission a été une des plus laides puisqu'on n'a sauvé personne. Disons, ce qu'on peut être content, la petite satisfaction qu'on a eue, on s'est dit, les gens, au moins, savent et récupèrent le corps de leur fille ou de leur mari ou de leur enfant. Donc on a retrouvé tout, même s'ils étaient, je vais dire, grossièrement en pièces détachées. L'adjudant n'a jamais voulu s'exprimer sur ses interventions. Il refoulait les souvenirs de ses 30 ans de carrière aux quatre coins de la Belgique et du monde. Moi, je les ai gardés tout pour moi, en fait. Je ne parlais à personne. J'ai parlé à personne de tout ça. J'ai vécu 30 ans avec toute cette compression d'images dans l'album qui est là. Parce que quand on parle de choses comme ça, vous ne sauriez pas voir le sourire. Hein. Donc voilà, mais ici, jusque maintenant, tout a été, et puis ma vie a commencé à basculer un peu après Malbeek. J'ai continué à travailler, mais je commence à ne plus être bien. 3 jours après les attentats, il revient au travail pour reprendre des nouvelles de ses hommes. Des débriefings sont alors organisés avec une psychologue. Alex accepte de se confier, mais cette thérapie ne le soulage pas et peu à peu il sombre dans la dépression. Donc elle est venue là, on en a parlé, et puis alors après, j'ai été 2 fois, j'ai arrêté. Elle a essayé sa méthode américaine, j'ai arrêté, j'ai la tête qui surchauffait. Elle a rouvert tous mes souvenirs de ma vie, donc il valait mieux pas. Elle m'a fait du tort, elle a rouvert les boîtes à souvenirs de mon service d'incendie d'il y a 10 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça s'est très mal passé. Aujourd'hui, l'adjudant se sent brisé. Depuis septembre 2017, il ne se sent plus capable de travailler. Son psychiatre actuel était même surpris qu'il n'ait pas craqué plus tôt. Ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, vous avez quand même connu 2 faits de guerre, le Kosovo et ici, puis j'ai fait l'Indonésie et tous les autres restes que j'ai pu voir. Donc il dit que ma réaction, ce qui m'arrive est normal, tout à fait normal. Les images de ces différentes interventions sont devenues ces démons qui le hantent au quotidien. Pour lui, sa vie n'a plus de sens. Je vis continuellement avec des fantômes. Derrière moi, ici, j'ai plein de fantômes. À droite, à gauche, c'est les gens avec la faucille, c'est la mort. Devant moi, c'est vous pour le moment, mais dans mon imagination, c'est le dragon qui veut me terrasser, donc je me bats pour pas qu'il m'aille. Et là, ici, au biais, c'est un tourbillon. Si je mets le pied dedans, je vais mourir. Moi, je pense que mon métier, les 30 ans m'ont démoli petit à petit. Le coup de grâce a été cette intervention, plus les 2-3 autres que j'ai eu après. Et maintenant, ça va être difficile de vivre jusqu'à la fin, parce que moi, la mort, j'en ai pas mort. Je ne veux pas vous dire que j'ai envie de me suicider pour le moment. Mais, si demain on me dit, monsieur Nepré, vous faites un PQ, vous partez, je pars. Je vais me reposer. Je suis fatigué. Fatigué, oui. Alex Nepré ne sait pas s'il reprendra le travail, mais actuellement, un de ses souhaits est que ses collègues et lui bénéficient un jour d'une aide psychologique adéquate. Je pense que tous ces gens, que ce soit policiers, pompiers, protection civile, on doit les suivre. On doit les suivre parce qu'un beau jour, d'ailleurs, regardez, dans tous nos services, moi j'ai été 10 ans pompier, j'ai perdu au moins 10 ou 15 collègues qui se sont suicidés. Même chose à la protection civile. On a souvent des gens qui se suicident. Pourquoi est-ce que dans nos services, il y a assez un taux élevé de suicide? Moi, je pense que c'est parce qu'on côtoie cette saloperie, non, on côtoie cette mort. Et l'humain, il n'est pas fait pour. Nos gens politiques devraient prendre en considération un système obligatoire de suivi psychologique après intervention lourde ou dure. Et même si le gars dit « Non, moi, je n'ai pas besoin ». Moi aussi, je disais ça.
Je n'ai pas besoin. Mais je me suis rendu compte que peut-être que si j'avais été suivi, peut-être que tout ça, moi je les ai gardés tout pour moi en fait. Je ne parlais à personne. Si vous n'avez pas connu autant d'atrocités que moi, vous allez peut-être vivre beaucoup mieux que moi en sachant ce que je viens de vous dire. Par contre, moi, j'ai trop encaissé, donc je sais que je devrais vivre comme je viens de vous dire. Profiter tous les jours, ne pas trop me prendre la tête, et tout ça. Mais je ne saurais même plus. Je ne saurais plus parce que ma vie n'a plus d'importance. Aujourd'hui, les intervenants des services de secours ont pris conscience qu'ils ne devaient plus se taire face aux interventions et faits divers potentiellement traumatisants. Depuis la fin de ce tournage, des intervenants ont donné de leurs nouvelles. Le sergent Sébastien Martens de la caserne de Binche s'est lancé dans la formation API pour devenir premier référent. Il a désormais toutes les cartes en main pour soutenir ses collègues après une intervention. Alex Lepré, l'adjudant de la protection civile, tente de se relever comme il peut, mais continue de vivre avec ses démons. Durant cette enquête, des intervenants rencontrés m'ont également fait part de leur projet de créer un service d'appui psychologique aux intervenants dans leur province. C'est le cas de Sylviane Collard, pompière dans les communes de Sambreville et Philippeville, en province de Namur. En pause carrière actuellement pour s'oxygéner dans sa deuxième passion, le tatouage, elle reprendra des études de psychologie à la rentrée pour pouvoir peut-être un jour créer cette cellule psychologique dans le Namurois. Dans la province de Luxembourg, le lancement de l'appui psychologique provincial devrait voir le jour d'ici le mois de septembre. Du côté de nos politiciens, les ministères de la Santé et de l'Intérieur sont en train de travailler sur une cellule d'appui psychologique pour tous les intervenants. Il aura fallu les attentats de Bruxelles de 2016 pour projeter ce projet. Les formations de peer support pour les pompiers sont également en voie d'être reconnues officiellement. Prochainement, l'arrêté ministériel du 8 octobre 2016 fixant les fonctions du personnel des zones de secours sera modifié. Les intervenants n'attendent plus que la signature du ministre de l'Intérieur pour que l'arrêté rentre enfin en vigueur. Mais tous ces prochains changements sont-ils suffisants pour qu'un intervenant des services de secours n'ait plus jamais le sentiment d'être aussi une victime des faits divers ?